Toujours, ou presque comme toujours, ce sont les Anglais qui ont tiré les premiers. C'était en 2016 et le tremblement de terre du Brexit. Depuis, beaucoup d'autres se sont engouffrés dans la brèche du désamour de l'Europe ou de ce qu'elle représente, à tort ou à raison. En Suisse aussi, on se méfie pour la perte de la souveraineté en se liant les mains par le biais d'un accord cadre avec l'Union européenne. Bref, peut-on encore sauver l'idée d'Europe, lui regonfler les voiles? Oui, 3 fois oui, répond Bernard-Henri Lévy, qui part en croisade pour la réanimer. Alors, l'Europe envers et contre tous, c'est le débat d'Infrarouge ce soir. Bonsoir à tous. On est en direct, vous le savez, donc vous m'envoyez vos messages, hashtag RTS Infrarouge sur Twitter, sur Facebook. J'essaie de vous donner un maximum la parole. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci mille fois d'être avec nous. Mais non, ça me fait très plaisir. On va débattre dans quelques minutes avec tous nos invités, et pas des moindres, de cette idée d'Europe et de la possibilité de la réenchanter. Mais je commence évidemment avec vous, puisque c'est à l'occasion de votre tournée que vous lancez, de votre croisade, je crois que le mot est même de vous, pour l'Europe, qu'on est réunis ce soir. Vous allez partir dans une vingtaine de capitales européennes. Vous commencez par Milan, puis vous enchaînez très rapidement par Genève. Ce sera le 15 mars à la salle du Léman, au théâtre du Léman, et puis le 16 mars à Lausanne, à la salle Métropole. Alors on connaissait beaucoup de BHL, on connaissait BHL le mexicain, BHL le bosnien, BHL le libyen, BHL le peshmerga. Maintenant c'est BHL l'européen? Oui, c'est... D'abord, je l'ai toujours été, moi je ne le découvre pas, j'ai toujours été européen. La vraie différence, c'est que je me rends compte que j'ai toujours fait comme si l'Europe allait de soi. Comme si l'Europe était engagée dans un processus irréversible, qu'elle était inscrite dans le sens de l'histoire, qu'on pouvait se laisser porter, s'occuper du reste du monde et qu'elle se faisait sans nous. Ça fait un peu comme les Italiens en 1848 qui disaient « l'Italia ça farà da sé ». On pensait « l'Europe ça fera d'elle-même ». Et ce que j'ai réalisé là, ces derniers mois ou ces dernières années, c'est que non. C'est que, comme d'habitude, l'histoire n'est jamais écrite. Et c'est que, comme plusieurs fois dans son histoire déjà, l'Europe pouvait se faire et se désagréger sous nos yeux. C'est possible. Donc il y a une urgence, vous répondez, une forme d'urgence. Je crois qu'il y a un processus de désagrégation qui est en cours et que, par conséquent, il y a urgence à empêcher cette désagrégation et à empêcher les forces qui y travaillent. Une question d'infratexte d'abord dans Infrarouge. Vous savez que vous clivez pour faire dans la novlangue, vous savez que vous polarisez, vous savez que beaucoup vous détestent. Là, vous défendez une idée qui, elle aussi, clive, que beaucoup détestent, que de plus en plus détestent. C'est quoi? Vous êtes fou, masochiste? Double clivage, alors? Non, je suis comme je l'ai toujours été. Je défends ce que je crois juste. Je suis tellement persuadé que si ce processus de défaisance, de désagrégation va à son terme, que ça sera le chaos, que ça sera de la misère, que ça sera le retour des guerres, que ce sera le retour des conflits entre les Roumains et les Hongrois, entre les Polonais et les Allemands, des demandes de réparation, des nationalismes linguistiques qui vont se déchaîner, je sais que l'Europe pourrait entrer dans une période de turbulence extrême. Et je vais vous dire un truc. Le monde que je vais laisser à mes enfants, un jour ou l'autre, le plus tard possible, je ne veux pas que ça soit ce monde-là. Je veux que ce soit un monde qui ressemble aux rêves qu'ont fait la génération de mon père, c'est-à-dire un continent apaisé, un îlot de démocratie, une espèce de fanal qui, pour tous les peuples du monde, représente un idéal de grandeur et de liberté. C'est une chose qui est tout à fait fascinante, d'ailleurs, c'est que c'est vrai que je voyage beaucoup. Vous avez cité tout à l'heure quelques-uns de mes engagements de ces dernières années. Chez les Kurdes, dans le monde arabe, ou dans les Balkans, l'Europe, l'Union européenne est considérée comme un modèle. Souvent, et un modèle de démocratie, et un îlot de prospérité. Souvent beaucoup plus que les États-Unis d'Amérique. Donc voilà, je voudrais être de ceux qui, modestement, préservent ça. D'où ma présence à Genève et à Lausanne le 15 et le 16 mars. On le redira. Est-ce que cette Europe qui est perçue de plus en plus comme une Europe du haut, une Europe de l'élite, vous n'êtes pas, vous, Bernard-Henri Lévy, la dernière personne dont elle ait besoin, vous qui êtes aussi perçu comme le philosophe du haut, le philosophe de l'élite, le philosophe des salons? Mais moi, je refuse ce procès des élites, justement. Alors ça, vraiment, cette histoire du peuple contre les élites, je trouve que c'est vraiment
tellement dangereux et il ne faut pas accepter d'entrer dans ce jeu-là. Dans le peuple, il y a des élites. Quand elles sont des élites du mérite, quand elles sont des élites républicaines, quand ce sont des élites d'hommes politiques probes, d'intellectuels qui réfléchissent, etc., vive les élites. Et cette détestation des élites, comme cette détestation du système, on dit contre le système, pardonnez-moi, mais ce sont les maîtres arguments d'un populisme qui sent de plus en plus mauvais. Voilà. Donc moi je dis... marre du procès des élites et vive les élites. Alors vous commencez votre tournée, j'ai dit, par Milan et puis vous enchaînez tout de suite les 15 et 16 par Genève et Lausanne. Genève et Lausanne, vous le savez, ne font pas partie de l'Union européenne. Qu'est-ce qui vous a pris ? Je pense qu'elles devraient en faire partie. Voilà, moi je suis adhésionniste. Ouais. Je sais que vous n'êtes plus très nombreux, enfin ils ne sont plus très nombreux. Dizaines de pourcents en Suisse, on verra ça tout à l'heure. Oui, moi je suis adhésionniste. Je pense que Genève est européenne corps et âme, et qu'elle l'est depuis extrêmement longtemps. La Genève des exilés, la Genève du mouvement des premiers surréalistes, la Genève de la SDN, la Genève d'Albert Cohen. Je me rappelle Albert Cohen, avenue Krieg à Genève, me parlant de son rêve d'Européen qu'il avait dans son enfance à Corfou, qui avait trouvé à s'incarner à Genève. Genève, c'est l'Europe. Genève, dans les années 20 et 30, c'était une extraordinaire capitale européenne. Mais est-ce que si Genève ou la Suisse doivent être un exemple, c'est pas tellement à cause de la Société des Nations ou même d'Albert Cohen, paix à son âme, mais c'est surtout de par la manière dont la Suisse est construite, c'est-à-dire par le bas, par adhésion, lentement, de manière fédérale, selon le principe de la subsidiarité. En gros, tout ce que l'Europe n'a pas fait. Voilà, une espèce d'Europe miniature. Oui, mais l'Europe n'a pas fait ça, précisément. Naturellement. Et c'est pour ça que si la Suisse entrait dans l'Europe, je crois que ce serait pas mal pour la Suisse, mais ce serait une injection d'européanité à l'intérieur de cette Europe découragée, extraordinaire. La conception de la citoyenneté, la conception du multilinguisme, les référendums. On parle beaucoup en France en ce moment des référendums d'initiative citoyenne. Bien. Sauf que les référendums en Suisse, c'est quelque chose qui marche depuis très longtemps et qui a une autre allure et une autre sagesse que ce qui nous est proposé. Ce ne sont pas des plébiscites, c'est ce que vous dites. Ce ne sont pas des plébiscites, ce ne sont pas des référendums brutaux, ce ne sont pas des référendums qui prétendent destituer les autorités qu'on a élues l'année précédente ou 2 ans plus tôt. C'est des référendums qui ajoutent des droits. Voilà, donc il y a vraiment, et ça je compte vraiment le dire sur scène, il y a dans à part ça, il y a beaucoup de problèmes en Suisse, naturellement, et il y a des référendums, le référendum sur les minarets, par exemple, dont je pense beaucoup de mal. Mais enfin, il y a un modèle de citoyenneté, un modèle de rapport de la partie au tout, un modèle démocratique que je trouve tout à fait exemplaire et qui serait excellent pour l'Europe. Alors votre spectacle Looking for Europe, enfin votre projet, parce que c'est plus qu'un spectacle, on ne sait pas exactement ce que c'est qu'une conférence théâtralisée, donc on va s'en faire une idée. Non pas avec Looking for Europe, puisqu'il commence dans quelques temps, mais avec Last Exit Before Brexit, qui était presque le même projet, qui a été un peu réécrit. C'était à Londres l'an passé, on regarde. What happened? Civilization usually fall to external attack. This time, it seems to come from within. Europe is overdosing on mediocrity, bitterness, and cowardice, like old beasts, crying though they are not in pain. They are just old, and they are shedding tears of age. Les mots sont forts. L'Europe est en overdose d'amertume, de médiocrité, de lâcheté. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire qu'elle se consume de l'intérieur. Alors, il y a aussi des agents extérieurs qui profitent de cette faiblesse, de ce déclin du courage européen, comme disait Solzhenitsyn. Vous avez M. Poutine, vous avez M. Trump, vous avez M. Erdogan, qui sont trop contents de faire levier et de profiter de nos faiblesses. Mais la faiblesse principale, comme toujours, elle est chez nous. Elle est dans le découragement européen. Ce qui est très frappant.
Je ne suis pas sûr. Je ne crois pas que les europhobes soient plus nombreux que les europhiles dans l'Union européenne. Mais la grande différence, c'est que les europhobes sont enragés et que les europhiles sont découragés, qu'ils baissent les bras, qu'ils laissent tomber, et qu'un peu comme les démocrates des années 20 et 30, qui pensaient que l'idée démocratique était magnifique, que c'était la plus mauvaise à l'exception de tous les autres, mais qui pensaient que c'était fini, il y a aujourd'hui, dans l'Union européenne, chez les europhiles, ce sentiment-là, que l'Europe, au fond, il faut se résigner au fait qu'elle meure doucement de sa belle mort, ou en tout cas qu'elle sorte, dans le meilleur des cas, qu'elle perdure comme une sorte d'union économique et financière, et qu'elle sorte de l'histoire. Alors votre projet, je l'ai dit, c'est plus une conférence théâtrale, on appelle ça aujourd'hui un projet à 360 degrés. Dites-nous en quelques mots, en plus de la conférence, il y aura une plateforme, Internet, il y aura un film? D'abord, ce n'est pas une conférence, c'est un vrai texte, un vrai texte littéraire que je jouerai, que j'interpréterai comme je peux. Je ne suis pas acteur, je suis pas... Alors, on le devient, on le devient. En forgeant, quand on devient forgeron. Bon, en tout cas, j'essaierai de ne pas être un trop mauvais acteur. mais il n'y a pas que ça. Non, bien sûr, il y a par exemple, cette tournée sera accompagnée par une plateforme interactive où j'inviterai, avec une équipe d'experts que j'ai rassemblée autour de moi, les gens, les spectateurs ou ceux qui ne seront pas là, à poser les questions simples qu'ils se posent depuis très longtemps et auxquelles, au fond, les institutions européennes ne répondent pas. Mais les questions les plus simples, pas Dante, Goethe, ça m'intéresse, moi, et Erasme, mais l'Europe, qu'est-ce que ça change à ma vie? L'Europe, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que c'est vrai que l'Europe va m'interdire de consommer le fromage de mon choix? Et ainsi de suite. Ce type de questions-là, en effet, quand la tournée commencera le 5 mars à Milan, il y aura un site où je prendrai l'engagement d'y apporter une réponse. Avec un risque peut-être d'erreur, bien sûr, mais je répondrai à toutes ces questions-là. Parce que c'est extraordinaire à penser, mais c'est quand même la vérité, c'est que depuis, et Dieu sait que la Commission européenne n'a pas démérité, mais ce type de démarche simple, qui consiste à répondre aux questions simples que se posent les gens normaux, elle n'a pas tellement été faite, cette démarche-là. Bernard-Henri Lévy, vous restez évidemment avec nous pour la suite de ce débat. Mais puisqu'on est en train de parler de cette idée d'Europe qui est en péril ou qui est en menace de délitement, on va essayer de comprendre exactement de quoi on parle avec on pourrait appeler ça une photographie d'un désamour continental signé Christophe Sirot. Suspense. Encore une semaine et l'on saura si Theresa May a réussi l'impossible divorce. Une sortie de l'Union européenne fin mars avec un accord. En évitant le no deal, un Brexit dur après 46 ans de mariage. Ce désamour pour l'Europe éclate au grand jour un peu partout. Au Royaume-Uni, ma profession a été décimée par la main-d'œuvre bon marché venant de l'étranger. Aux Pays-Bas, le fric, tout notre argent va à la Grèce, vers les petits pays. En Allemagne, avec l'ascension fulgurante du parti d'extrême droite AfD. J'espère que nous allons enfin prendre le bon chemin et que le peuple ne se fera plus dépouiller. En France, avec la colère tous azimuts des Gilets jaunes. C'est la métaphore de la chaussure. La défiance des députés face au pouvoir supranational de Bruxelles qui écrase les peuples. Et ça se voit sur la carte. En 2001, le vote populiste et extrême droite ressemble à ça. Et à ça, beaucoup plus sombre en 2018. Une percée particulièrement spectaculaire en Italie, avec la coalition du mouvement 5 étoiles, la Lega. La montée en puissance de l'ultra-populaire Matteo Salvini, le vice-premier ministre italien, au discours sans fioriture. C'est le fameux clash avec le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn. Si vous avez besoin d'immigration africaine, moi je préfère que les Italiens fassent plus d'enfants. Je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi finir. Au Luxembourg, on avait des dizaines de milliers d'Italiens comme migrants qui ont travaillé à Luxembourg pour que vous, en Italie, vous avez de l'argent pour payer pour vos enfants. Merde alors. Salvini en campagne pour fédérer un maximum de souverainistes en vue des prochaines échéances européennes.
On l'a vu très proche de Viktor Orban, le poids lourd hongrois, avec le ministre Brudzinski et la droite radicale au pouvoir en Pologne, ou avec le Rassemblement national de Marine Le Pen. L'Union européenne, en réalité, n'a pas été construite pour les peuples. Les peuples qui subissent la grosse machine administrative de l'Union. Un discours qui fait mouche. Les derniers sondages placent plus de 20% d'eurosceptiques dans l'hémicycle après les élections de mai. Voilà pour la photographie du moment. Nous ont rejoint sur ce plateau Pierre-Yves Maillard, conseiller d'État socialiste vaudois, futur, on peut le dire quand même, président de l'Union syndicale suisse. Il est assez sévère avec une Europe qui manque un peu de contenu, selon lui. Lionel Bayer, cinéaste, membre de We Europeans, qui a signé l'appel pour une renaissance européenne. Pour lui, l'Europe n'est pas le problème, mais la solution. Slobodan Despot, éditeur, directeur d'Antipresse, écrivain. Il ne conteste pas l'idée d'Europe en elle-même, mais estime que tout a été fait jusqu'ici pour la trahir. Et enfin, Isabelle Horry, correspondante de la RTS à Bruxelles, où elle est en duplex. Elle sera ce soir, messieurs, l'arbitre de vos élégances, à mi-chemin entre les ravis et les plus sceptiques. Pierre-Yves Maillard, je commence avec vous, si vous êtes d'accord. On vient de voir l'état là, de la crise que traverse l'Union européenne. Vous venez d'entendre Bernard-Henri Lévy nous dire que ceci est peut-être un gros malentendu. C'est quoi votre diagnostic de ce désamour? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je crois que M. Lévy a évoqué les origines du projet européen. C'est l'après-guerre, c'est l'après-deuxième guerre mondiale, avec l'ambition d'un certain nombre de pères créateurs au fond, de mettre en route un mouvement irréversible qui ferait que plus jamais on ait eu un continent déchiré par la guerre. Et effectivement, le projet européen naît de là, ce qui lui donne d'ailleurs beaucoup de vertus dans son idéal. Mais on a oublié quelque chose, à mon avis, depuis 20 ans, 20-30 ans. On a oublié quelque chose, c'est qu'en même temps qu'on apportait cette réponse-là aux déchirements qui ont ravagé l'Europe, on n'a pas pensé seulement qu'à construire un cadre institutionnel, on a aussi créé, par exemple, la sécurité sociale. On a pensé à l'époque qu'on ne pouvait protéger l'Europe contre les affres de la guerre qu'en assurant l'existence de tous et de toutes, qu'en assurant un service public à tous et toutes. Et c'est tout le développement des années 50-60. Il suffit de revoir les programmes économiques et sociaux de tous les gouvernements, d'ailleurs, pas seulement de gauche. Il y avait un consensus. Si on veut éviter les ravages de la guerre, il faut assurer l'existence de toutes et de tous, il faut redistribuer les richesses. Et on a développé des sécurités sociales, les systèmes de retraite, la modernisation de la société pour tous. On a développé l'électricité et le téléphone avec l'ambition de la porter partout, au même prix, dans les vallées reculées. Et c'est ça aussi qui a fait que cette Europe a été épargnée, je pense, par les guerres. Pas seulement à cause de la construction institutionnelle. Or, depuis 20 ans, hélas, l'agenda économique, c'est de défaire ce qui a été fait magnifiquement dans les années 50, 60, 70. Et c'est, à mon avis, ça qui fait qu'on retrouve les causes produisant les mêmes effets, de la désespérance sociale, du sentiment d'insécurité économique. Et sur ce terreau-là, vous avez effectivement les pires développements politiques qui sont possibles. Bernard-Henri Lévy, il ne parle pas non plus de Goethe ni d'Erasme, on est dans du concret, on parle de régulation du marché du travail, on parle d'agenda social. J'ai les messages affluent, j'ai Sylviane Lévy-Borghi qui me dit « L'humain, le citoyen n'a pas été au centre de la construction de l'Europe, c'est le revers de la médaille ». C'est quand même un peu cette Europe-là qui a failli, non ? Je ne suis pas sûr. Non, l'humain, il n'est pas suffisamment. Le propre de la démocratie, c'est que rien n'est jamais suffisamment, que tout est toujours perfectible, améliorable. Voilà. Non, moi, je ne dirais pas que l'humain n'a pas été... Regardez la crise de la Grèce, par exemple. Moi, je pense que sans l'Europe, sans à la fois les contraintes et l'aide de l'Union européenne, la Grèce aurait sombré dans un chaos indescriptible et peut-être plus encore serait tombée dans une orbite. La situation grecque actuelle, quand vous allez en Grèce et vous discutez avec les Grecs, ils sont plutôt saumâtres. Hein. Oui, mais je pense que ce serait bien, sans l'Europe, ce serait bien pire. Et sans l'Europe, vous auriez eu probablement, la Grèce serait entrée dans l'espace d'influence russe. Poutine aurait proposé ses bons services, comme il l'avait fait d'ailleurs en pleine crise grecque. On sait aujourd'hui que Poutine avait proposé d'imprimer à Moscou les drachmes
qui allait remplacer l'euro, etc. Donc c'est pas vrai. Je crois que ce portrait d'une Angela Merkel ou de dirigeants européens qui ne se soucieraient que des marchés et qui s'en ficheraient de l'humain, je crois qu'il est caricatural. Isabelle Horry, l'Europe, vous la vivez de l'intérieur, au quotidien, pour nous, et avec le talent qu'on vous connaît, entre le cri d'amour de BHL et le désenchantement de PIM, chacun son acronyme d'ailleurs ce soir, la réalité que vous observez à Bruxelles, c'est quoi ? Bon, moi je vis l'Europe au quotidien, c'est beaucoup plus concret, c'est moins lyrique, on va dire, que ce que j'entends sur le plateau. Mais par exemple, je pensais à la Grèce dont parlait à l'instant Bernard-Henri Lévy. Vous dites l'Europe est venue à son secours, mais alors qu'est-ce qu'il a fallu attendre déjà pour que les Européens et pour que les Allemands acceptent de venir à son secours? Puis surtout, il y a eu la crise grecque aussi parce que la Grèce avait choisi d'être dans l'euro et que peut-être qu'elle aurait dû faire un autre choix. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui on peut encore dire que l'Europe est aussi libérale que ce qu'a décrit Pierre-Yves Maillard. Je pense qu'aujourd'hui on s'est rendu compte ici, et moi je l'entends vraiment et je le vois depuis que nous avons la Commission européenne ici de Jean-Claude Juncker, que cette idée que l'Europe n'est pas assez sociale, c'est devenu une préoccupation. Il y a un tournant depuis quelques années, alors il y a beaucoup de chemin. Mais comment est-ce qu'il se manifeste, Isabelle, pardon ? C'est très libéral, mais ça change. Comment est-ce qu'il se manifeste concrètement ? Ce tournant, il a été annoncé par Juncker il y a 4 ans. Comment est-ce qu'il se manifeste ? Ça se manifeste par des choses un peu concrètes. Alors, je sais qu'en Suisse, on n'est pas forcément d'accord, mais d'un point de vue des États européens, la directive sur les travailleurs détachés, qui fait que maintenant, à salaire égal, travail égal, quand on vient travailler dans un autre pays de l'Union, a été accueilli ici comme vraiment plus de protection pour les travailleurs. Il y a eu aussi une garantie pour les jeunes qui a été mise en place quand les jeunes sont au chômage. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites. C'est dans la tête de tout le monde que l'Europe doit regagner les cœurs. Ils en ont bien conscience. Je pense que les chefs d'État en ont conscience. La Commission européenne en a conscience. Bon voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. L'Europe, c'est un paquebot qui bouge vraiment très lentement. Pierre-Yves Maillard, je reviens à vous. Après, je vous promets, Lionel Bayer, sur Madame Despots, je vous donne la parole. Mais on a sorti une carte, on s'est amusé à faire une carte de la couleur politique simplement des 28 États membres. Ils sont encore 28 pendant quelques semaines. De l'Union européenne. En bleu, en gros, c'est la droite, centre-droit ou droite tout court, et en rouge, c'est la gauche. Voilà, il suffit de cligner les yeux pour comprendre que les gouvernements sont très majoritairement à droite. Est-ce que l'Europe, à qui vous reprochez d'être trop libérale, elle peut être autre chose que le reflet des majorités démocratiques dans les pays qui la composent? Cette même carte, il y a une dizaine d'années, elle était presque entièrement rouge. Ouais. Hein, et puis, voilà, il faut qu'on s'interroge. Moi, je veux bien qu'on ait annoncé un changement. Jean-Claude Juncker a dit, au début de sa mandature, on est la commission de la dernière chance. Ben, il faut se dépêcher. Mais ce sont bien les peuples qui décident. Mais attendez, quand vous avez toute l'Europe, c'est quand même bien l'Union européenne qui a impulsé un mouvement d'alignement des âges de retraite à 67 ans. On peut pas dire en même temps qu'il faut aligner les âges de retraite à 67 ans et dire que l'Europe promeut le progrès social. La catastrophe absolue, c'est qu'aujourd'hui, ce sont comme vous dites, les populistes, je déteste ce mot, parce que c'est comme si on confiait à l'extrême droite le peuple. Ou peut-être parce que vous en êtes un, à votre manière. L'extrême droite n'a pas le monopole du peuple. Pour moi, le peuple, c'est la gauche. Et c'est pour ça que je n'utilise jamais ce mot. Mais enfin, admettons, puisqu'il est utilisé par tout le monde, c'est quand même eux qui, aujourd'hui, proposent des baisses de l'âge de la retraite. Et la question de l'âge de la retraite, c'est à partir de quand, à partir de combien d'années de travail, on peut commencer à envisager d'avoir une sécurité économique, une rente qui vous permet d'envisager une période de la vie Mais encore une fois, si on a fait ces cartes, c'est pour montrer que les gens, les nations s'organisent comme elles le veulent, de manière démocratique. C'est tous des États démocratiques. Ils ont tous élu des gouvernements de droite. Donc cet agenda social, ils n'en veulent pas dans leur propre pays. Non, je ne crois pas. Je veux préciser ma pensée. Malheureusement, et j'ai toujours été favorable à l'idée européenne, je souhaite qu'un jour l'Europe s'intègre davantage, qu'elle s'intègre pour tirer vers le haut, pour que les richesses qu'on produit chaque année davantage profitent au plus grand nombre. C'est ça l'idéal européen. Je suis évidemment toujours de cet idéal-là. Mais je dois malheureusement reconnaître que mes camarades sociodémocrates en Europe, par exemple en Allemagne, ont commencé à dire qu'au nom de l'Europe, il fallait accepter des reculs sociaux. Et rien ne justifie jamais un recul social. Hartz IV en Allemagne, c'est inacceptable. C'est pas possible, quand on est social-démocrate, de dire qu'on va baisser les prestations jusqu'à des prestations de l'ordre de 400-500 euros. Et la nature ayant quand vous écoutez les témoignages poignants qu'on a aujourd'hui, les témoignages de ces gilets jaunes, il y a les outrances, passons sur ça.
Ce qui apparaît aujourd'hui, j'ai encore entendu sur France Inter dimanche un petit témoignage, une coiffeuse ambulante qui parle à sa cliente. La cliente, elle a 600 € par mois pour vivre, une pension de retraite, elle est veuve. Elle a 600 € pour vivre, son loyer lui coûte 350 €. Elle dit, en décembre, quand j'ai payé mes charges, j'ai plus rien. Je dépends de la charité. Et puis, la travailleuse, celle qui vient la coiffer, la coiffeuse ambulante, elle dit, moi, je fais 900 à 950 €, en gros, en 50 heures par semaine. Ça, c'est pas possible. Après 30 ans de construction européenne qui a développé des richesses massives, il faut des mécanismes de protection sociale qui garantissent que ces gens puissent vivre après une vie de travail ou pendant une vie de travail. Ce qu'on a essayé de faire, je conclue là-dessus, je pense que la Suisse s'est faite un bon bout, pas tellement au 19e, au début du 20e, par les drapeaux, le 1er août et compagnie. Je pense qu'elle s'est faite en vrai auprès des gens, dans le cœur des gens, un bon bout en 1948 quand on a fait l'AVS. Quand les gens ont compris que la nation leur apportait le minimum vital pendant les vieux jours. Et c'est ce genre d'idée-là qu'il faudrait... Je dirais, par exemple, si les sociodémocrates veulent réenchanter l'Europe, qu'ils proposent une allocation familiale, même de 20-30 € pour tous les enfants d'Europe. Et ceux qui recevront ces 20-30 € par mois de l'Europe diront, bah attendez, cette Union européenne, elle nous amène quelque chose, elle change quelque chose. Monsieur Maillard est la preuve qu'on aurait dû adhérer. Vous auriez fait un parlementaire européen de premier ordre. Quel dommage quand ça part dans l'Union européenne. Je ne suis pas contre la question du cadre et de l'adhésion. Je pense qu'il faut urgemment discuter des contenus de la politique et pas seulement du cadre institutionnel. Qu'est-ce qu'on fait avec ce cadre institutionnel? Et là, je pense que vraiment, on doit absolument remettre de l'agenda social, sinon l'Europe va se désagréger. On repassera bientôt par Isabelle Horry qui fait des tellement grands yeux qu'il va falloir lui rendre la parole. Mais juste Lionel Bayer, vous êtes engagé beaucoup, vous avez fait partie de Think Tank, on a dit, vous avez signé des appels pour une renaissance de l'Europe. Vous dites que l'Europe m'a construit. L'Europe continue de vous construire? Bien sûr, oui. Plus que jamais, en fait. Dans le fond, vous disiez qu'il y a plus que 10% de Suisses qui sont pour l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne. Enfin, je fais de nouveau partie d'une minorité. C'est formidable. C'est beaucoup plus agréable d'être dans une minorité que d'être dans une majorité. Bien sûr que oui, en fait, parce que dans le fond, cet idéal qui a été peut-être dévoyé à plein de moments de son histoire, c'est en même temps un cadre qui se réinvente. Elle a été créée dans les années 50 pour pallier un problème d'économie et de charbon et d'acier. Et puis ensuite, effectivement, le projet est devenu un projet économique. Et puis aujourd'hui, on est à l'aube d'un nouveau millénaire et il y a des nouveaux enjeux qui se posent. Les lycéens sont dans la rue, les gilets jaunes sont dans la rue. Ce cadre européen, c'est un cadre auquel on peut insuffler de la nouveauté et qu'on peut habiter de façon différente. Et je crois que c'est le bon moment, et c'est un peu le sens de l'initiative que j'ai signée de ce projet We European, c'est de demander, nous, en fait, au niveau des citoyens, quels sont les sujets de préoccupation des Européens depuis la base. En fait, dans le fond, c'est ce que voudraient les Gilets jaunes un petit peu mieux organisés, c'est-à-dire, au-delà du référendum, c'est de se poser des questions de quelles sont les choses que l'on voudrait voir débattre dans les prochaines années au nom de l'Union européenne. Et comme, dans le fond, c'est avant tout, vous l'avez dit plusieurs fois, c'est les citoyens qui décident, puisqu'on est en démocratie, et qu'on a l'impression, même si je crois que c'est faux, mais que dans le fond, les politiques ne sont plus vraiment à l'écoute, en tout cas, ils n'écoutent plus tel qu'on voudrait qu'ils entendent. Alors, dans le fond, on peut s'emparer de quelque chose. Sauf en France depuis quelques jours. Oui, effectivement. Honnêtement, dans le genre écoute, est-ce que ça aboutira à quelque chose? J'en sais rien, mais c'est un peu en tout cas le principe. Le principe même de dire à un peuple je veux vous entendre, je veux vous écouter, allez-y, pressez-vous dans les mairies, donnez vos idées, parce que vous avez tous des idées, c'est assez inédit dans l'histoire des démocraties. Faisons ça à l'échelle de l'Europe, ce serait extraordinaire. Alors l'idée, c'est de le faire effectivement au niveau de l'Europe, et sans que ce soit lié d'ailleurs à l'Union européenne, puisque comme vous l'avez dit, effectivement, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Les gens qui ont signé cet appel, en fait, viennent d'un peu partout. On me dit que non. On vous dit toujours que non. De Suisse, je suis suisse, voilà. Il y a des gens qui viennent de Serbie, des gens qui viennent de plein d'endroits, en fait, dans l'Union et hors de l'Union européenne, et qui se posent des questions, puisque que vous soyez dedans ou dehors, l'Union européenne façonne l'histoire de votre continent et façonne, dans le fond, tous les rapports que les pays tiers ou satellites ont avec. Je disais en rigolant, enfin, on n'était pas encore à l'antenne, mais je disais, dans le fond, que nous rigolions à l'époque quand nous n'étions pas encore à l'antenne, et je disais, oui, en fait, dans le fond, de fait, la Suisse fait partie de l'Union européenne. C'est un mensonge, en fait, de dire qu'on n'en fait pas partie. On en fait partie, on ne devons appliquer que des lois que nous n'avons pas votées et sur lesquelles... Donc, allons au bout du geste, c'est ce que vous dites. Oui, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une force de proposition de la part des Suisses qui est très, très grande. Et quand je vois des partis politiques comme l'UDC qui se targuent de dire, vous savez, on a bien fait de ne pas adhérer, et je dis, mais non, on n'arrête pas, en fait, dans le fond, de signer des accords. La prospérité économique de la Suisse est complètement liée à celle de l'Union européenne depuis plus de 30 ans. Autant participer à la construction et demander à M. Maillard et à Consort de prendre part au débat. Alors, on va donner à Isabelle Horry de bonnes
raison de s'énerver en donnant la parole à Slobodan Despot. Quand je vous ai demandé en amont de cette émission pourquoi tant de désamour, vous m'avez répondu mais quels sont les motifs d'amour? C'était assez sévère. L'Europe a fait tout faux. Ben, écoutez, non, l'Europe n'a pas fait tout faux. Dans le cadre de la mise en scène qui est la sienne, elle fait tout juste. Elle fait tout juste, elle fait ce qu'elle peut faire. Ça commence très très mal. Elle fait ce qu'elle peut faire. Moi, nous nageons dans l'abstraction. Regardez nos deux interlocuteurs en face de moi. Vous faites partie d'une organisation qui s'appelle We Europeans, c'est ça? C'est juste. Et vous, monsieur Lévy, signataire d'un appel. Et vous, monsieur Lévy, vous montez une pièce, conférence, film, plateforme qui s'appelle Looking for Europe. Donc vous deux, vous utilisez la langue du pays qui a sabordé l'Europe et qui vient de la quitter. Vous n'avez pas une autre langue pour parler de l'Europe? C'est la langue de l'Irlande. La question n'est pas mauvaise. C'est la langue de l'Irlande et l'Angleterre. Non, l'Angleterre fait partie beaucoup plus que vous ne le pensez des pays fondateurs de l'Europe. La fondation de l'Europe, le moteur, c'est franco-allemand et Churchill. La conférence de Churchill à Zurich en 1947 ou 48, 49, c'est un des textes fondateurs. Nous parlons de 2019, monsieur Lévy. Nous parlons de 2019 et nous parlons de... Churchill est encore un peu vivant en 2019 dans l'esprit de certains. Il est bien noyé dans l'alcool, ne vous en faites pas. Donc nous parlons de 2019, nous parlons du pays qui a donné l'impulsion aux autres de croire qu'une sortie de l'Europe est possible et qui affronte aujourd'hui des problèmes pour cette sortie, effectivement, en raison du fait, je ne vous ai pas interrompu, et qui n'y arrive pas. Qui n'y arrive pas précisément parce que l'Union européenne, avec son traité totalement antidémocratique, n'a même pas prévu une procédure de sortie. Même l'ex-Yougoslavie, qui était un pays communiste, avait une procédure de sortie que d'ailleurs les pays sortants n'ont pas respectée. Ils sont sortis par la force. Mais il y avait une procédure de sortie. Si le traité européen qui a été imposé au peuple, notamment à votre pays, la France... C'est une sortie de la Suisse, la Confédération suisse, il y a une procédure de sortie? Je ne crois pas, mais ça... Non, mais la Suisse ne peut pas sortir d'elle-même quand même, Lionel Bayer. Non, le canton de Vaud d'un canton, vous dites. Oui, d'un canton, mais pourtant c'est un pays démocratique. Mais c'est un pays démocratique, heureusement, ce que l'Europe n'est pas. Procédure de sortie des cantons, étant donné que lorsqu'une grande nation fondatrice de l'Union européenne s'est interrogée s'est posé des questions sur de tels problèmes, notamment qu'est-ce qu'on fait si on a envie de sortir, et qu'elle a voté en 2005 54% non à la Constitution européenne, eh bien on la lui a imposé quand même via le Parlement. Ça, ce n'est pas de la démocratie. Le fait qu'on vous parle de l'initiative citoyenne européenne qui donnerait, n'est-ce pas, la parole... Non. Le RIC, c'est ce que voudraient les Français. L'initiative citoyenne européenne, c'est le droit de référendum à l'échelle de l'Europe. Absolument. Qui prévoit que moyennant 1 million de signatures récoltées dans un quart des pays de l'Europe, vous pouvez proposer quelque chose. Les plus grandes, les vrais sujets, comme par exemple la sortie du TTIC ou l'interdiction du glyphosate imposée par les lobbies industriels en Union européenne, ont été simplement écartés d'un revers de la main par la Commission européenne, qui, comme on le sait, n'est élue par personne, mais cooptée, et qui a le droit de vie et de mort sur toutes les propositions, soit de la population, par référendum, soit même du Parlement européen, qui a lui-même une valeur consultative. En Suisse, le Parlement a un pouvoir législatif, ce qu'il n'a pas en Union européenne. Donc, où est la démocratie dans cette construction? Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas assez. Mais il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas plus qu'en URSS. Il faut donc aller... Il n'y en a pas plus qu'en URSS. Il faut donc aller vers plus de démocratie et vers plus d'Europe. La vraie question, Monsieur Despot, la vraie question, c'est que si vous regardez les vrais problèmes auxquels nous sommes tous affrontés, les vraies questions d'aujourd'hui, la question climatique, la question des réfugiés, la question du terrorisme, la question de l'argent fou. Non mais les grandes questions. La question de la résistance. La question de la résistance à l'impérialisme commercial chinois. Aucune nation européenne n'est capable, avec ses petites mains et ses petits bras, de traiter ces questions-là. Le seul bon espace, la seule bonne agora pour délibérer et décider là-dessus, que vous vouliez ou non, c'est cet espace continental que l'on appelle l'Europe. Alors qu'il soit mal construit, qu'il doive aller de l'avant, qu'il faille plus de démocratie, bien sûr, mais il n'y en a pas d'autre. Et si on fait comme M. Salvini ou comme Mme Le Pen, si on décide de revenir à la petite agora démocratique, là je peux vous dire, alors vive les Chinois, vive Poutine, vive Erdogan, et en avant pour l'islamisme radical. Mais quand Pierre-Yves Maillard nous dit, Bernard-Henri Lévy, Lionel Bayer, que la Suisse s'est faite sur la VS, la Suisse s'est faite sur la Poste, sur des choses concrètes et tangibles, que tout à coup les gens ont vu arriver chez eux, est-ce que c'est pas ça qui fait défaut, en Europe de manière très claire? Oui, mais je ne suis pas, par exemple, dans le texte que je vais interpréter, il y a une proposition concrète. J'aimerais en effet que tous les chômeurs en fin de droit, dans l'Europe, dans tout le territoire européen,
reçoivent une indemnité signée Europe, un chèque signé Europe. Une idée comme celle-là, elle rendrait l'Europe présente, elle la rendrait désirable et elle la rendrait en effet sociale. C'est des initiatives de ce genre qu'il faut. Et moi, c'est ça que je C'est à peu près l'idée de l'allocation de Pierre-Yves Maire. Le fameux revenu minimum garanti, il pourrait être européen. Il a été chiffré. Je donnerai tous ces chiffres-là. C'est possible à l'échelle européenne. Si l'Europe faisait ça, ce que fait le gouvernement italien, d'assurer ce qu'on a nous en Suisse, c'est un revenu minimum universel, on appelle ça l'aide sociale, qui garantit un minimum vital pour tout un chacun, quel que soit son niveau de cotisation, son âge, etc. On garantit l'existence. Dans ce pays, on garantit l'existence de chacune et chacun, certes avec des revenus modestes, mais enfin qui impressionnerait beaucoup d'Européens. Les Italiens le font. Je pense que ce genre de choses, effectivement, ça devrait être des constructions à l'échelle européenne, qui auraient ensuite un autre, à part l'avantage de crédibiliser l'idée européenne auprès des peuples, elles auraient un autre avantage, c'est que dans un système de monnaie unique, si vous n'avez plus l'outil de la dévaluation, vous êtes dans un marché, dans une compétition économique, avec des niveaux de productivité qui varient du simple au double, du simple au triple. C'est d'ailleurs la même chose même à l'intérieur de la Suisse. On a des PIB par habitant qui sont très très variables à l'intérieur même d'un petit pays comme la Suisse. Et on fait fonctionner le tout par des systèmes péréquatifs. Nos grandes œuvres sociales sont nationales. Nous avons des péréquations directes entre cantons. À l'échelle européenne, des œuvres sociales européennes auraient l'immense avantage de contribuer à des transferts de richesses concrets, ce qui permettrait d'égaliser vers le haut. Mais ça, c'est urgent qu'un agenda de ce type vienne enfin et que les chefs d'État, s'ils veulent sauvegarder l'Europe, et puis s'ils veulent aussi éviter, effectivement, le retour de l'extrême droite, il serait très, très urgent qu'il développe ce genre de projet. Lionel Bayer, vous voulez réagir? Sans dire en fait que dans le fond, l'Europe ne serait pas aimée, ne serait pas démocratique, serait en fait dans le fond la chose la plus démocratique du continent. C'est quand même étonnant de voir que dans beaucoup de gouvernements, il y a des dérives totalitaires. Je pense à la Pologne, par exemple, de Duda, ou la Hongrie. Quand dans le fond, il y a une nouvelle loi qui empêche ou qui entrave la liberté de la justice, les gens descendent dans la rue, ils descendent plutôt dans la rue avec des drapeaux européens. En Hongrie, quand il y a des lois qui ont des relents d'antisémitisme, bizarrement, les gens descendent dans la rue avec le drapeau européen. Et ça, c'est pas un discours politique, c'est des gens, des citoyens qui trouvent malgré tout, dans cette superstructure, le dernier recours. Et là, je suis d'accord avec vous, que l'Europe n'a pas la hauteur de sa réponse. En Ukraine. Alors là, je trouve que l'Europe n'est pas à la hauteur de l'attente. Effectivement, on attendrait de la part de l'Union européenne, et c'est peut-être le moment critique, des réponses réelles et concrètes pour ces gens qui viennent se réfugier derrière ce drapeau-là. Isabelle Horry, on attend du concret de la part de l'Union européenne, on entend beaucoup sur ce plateau. Est-ce que, vu de Bruxelles, on a l'impression que ce concret fait défaut, ou vous bondissez sur votre tabouret en disant « mais il y a du concret » ? Non, je bondissais parce que certaines des politiques dont vous parlez, et notamment la protection sociale, ne sont pas en fait des compétences de l'Union européenne, ça reste des compétences nationales, et ce sont des compétences nationales auxquelles les États sont très attachés, et ils n'ont pas envie justement de transférer ce pouvoir à un niveau au-dessus. Puis l'autre chose qui me frappe en vous entendant, c'est que vous parlez d'Europe et comme si c'était une entité abstraite, comme s'il y avait ici à Bruxelles quelqu'un qui était l'Europe. Et ce que je vois moi au quotidien, c'est que l'Europe, ce sont en fait avant tout les 27 États qui la composent. Le pouvoir, il est essentiellement dans les mains du Conseil européen, c'est-à-dire le rassemblement des chefs d'État et de gouvernement. Et ces gens n'ont pas forcément envie de ces grands projets dont vous parlez. Il n'y a pas de déesse Europe au-dessus de tout ça qui ferait une grande politique bienveillante pour tout le continent. Madame Horry, deux remarques. D'abord, je ne propose pas que l'Europe se substitue aux États pour la politique sociale. Je pense qu'elle peut ajouter des éléments supplémentaires qui s'ajoutent au dispositif national. Je réponds vous avez raison, je réponds à votre deuxième remarque. Je ne suis pas en train de proposer un programme pour les États européens, notamment ceux qui sont libéraux ou à droite. Je dis, si on voulait continuer à être de gauche en Europe, je m'adresse aux quelques social... Enfin, je m'adresse à vous ici, mais enfin... Vous adressez à tout le monde. Peut-être dans le lot. Modestement, si j'étais social-démocrate pour ceux qui restent encore en Europe, c'est ce type de proposition que je ferais pour marier un engagement de gauche et l'idéal européen. Et c'est malheureusement ce qui a manqué, à mon avis, aux social-démocraties européennes. Et
surtout de ne jamais accepter, quand elles en avaient le pouvoir, les libéralisations des services publics, le développement d'une concurrence sur le marché du travail qui a été trop loin, et puis effectivement ces reculs sociaux, le Hartz IV, l'élévation de l'âge de la retraite, toutes ces choses-là n'auraient jamais dû être acceptées par un social-démocrate en Europe. C'est au-delà de la social-démocratie, parce qu'il y a les reculs sociaux et il y a les reculs politiques. Et il y a les crispations nationales, y compris dans les pays les moins apparemment nationalistes. S'il n'y a pas un pas en avant politique réel, alors je crains que même ce qui nous semble le plus acquis, c'est-à-dire par exemple la monnaie unique, ne tienne pas. Quand vous regardez l'histoire des monnaies uniques en Occident depuis un siècle, les seules monnaies uniques qui ont marché, c'est la Suisse et c'est la lire italienne, parce qu'il y a eu en même temps création d'une monnaie unique et création d'une unité politique. Le programme de redistribution des richesses. Et programme de redistribution. Le dollar, les gens savent peu cela. Il a balbutié, il a tâtonné, il a tardé à s'imposer jusqu'à la guerre de sécession, où il y avait des tas de monnaies concurrentes, des thalers, des francs, etc. Il ne s'est imposé sur le territoire américain que, et hélas, ça a coûté la guerre de sécession qui a été une horreur, que lorsque les fédéralistes l'ont emporté sur les confédérés. Et vous ce sont autant de modèles qui ne ressemblent pas, précisément pas à l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle ce qui vient d'être dit est exact. Tant qu'il n'y aura pas un visage à l'Europe, tant qu'il y aura sur les billets de banque de l'Europe, sur les euros, des ponts qui ne mènent nulle part, et des chemins et des routes de béton, parce que les Européens n'ont pas été capables, au moment de la création de l'euro, de se mettre d'accord sur des grands hommes. Quelques figures, il y en avait pourtant. Sur des figures. C'est vrai qu'on sera dans cette situation de marasme que nous décrivons chacun d'entre nous avec des mots différents, mais qui crée le découragement d'aujourd'hui. Et la prospérité de ceux que vous refusez d'appeler populistes, moi que j'appelle des fascistes. On aurait pu commencer par là, mais qu'est-ce que c'est que... Je vais vous donner la parole tout de suite, Slobodan Despot, je la pose d'abord à Lionel Bayer. Qu'est-ce que c'est que l'idée d'Europe? Je la reformule de manière extrêmement triviale. C'est quoi le plus petit dénominateur commun entre un Roumain et un Suédois, et est-ce qu'on peut faire civilisation sur ce plus petit dénominateur commun? À l'époque de la mondialisation, l'Europe, c'est la région. C'est aussi bête que ça. En fait, à un moment donné, un monde qui s'est, entre guillemets, globalisé, même si ce mot ne veut pas dire grand-chose et qui n'est pas très beau d'ailleurs, mais en fait, à un moment donné où les accords sont devenus des accords internationaux et que dans le fond, votre patron, quand vous êtes chauffeur de Uber à Paris, peut être un Californien, la seule chose qui peut créer de la proximité, c'est l'Europe. En fait, vous disiez qu'il peut nous protéger contre le modèle chinois, mais qu'il nous protège aussi contre les GAFA, par exemple, puisque l'Union européenne a proposé un modèle qui permet de retaxer ou permettra de retaxer effectivement des sommes d'argent assez considérables. Qui est une pomme de discorde terrible à l'interne. Bien sûr, mais qui fait avancer malgré tout le continent dans son ensemble. Et je crois qu'en fait, à une époque où tout le monde est en recherche de régionalisme, on veut manger des tomates d'à côté, on veut être protégé par les gens de son quartier. L'Europe, c'est la région. Et donc, en fait, dans le fond, la question de qu'est-ce qui fait civilisation, c'est ce qu'on voudra bien y mettre à l'intérieur. C'est-à-dire, tant que l'Europe est, pour le moment, c'est le cas en tout cas politiquement, que l'addition de toutes les lâchetés nationales, c'est-à-dire en quoi, et Mme Horry a raison, en quoi est-ce que les chefs d'État des différents pays refusent de donner plus de pouvoir à l'Europe, qu'elle soit sociale ou autre, simplement passer des prérogatives qu'ils veulent garder et pouvoir incriminer l'Europe quand ça les arrange. Effectivement. C'est pour ça qu'un mouvement citoyen, en fait, dans le fond, je ne sais pas s'il créera une citoyenneté européenne, qui est censée une civilisation européenne. 92. Oui, mais ça ne s'invente pas comme ça, en fait, dans le fond. C'est quelque chose de beaucoup plus immatériel et de beaucoup plus sentimental. Vous disiez mon attachement à l'Europe. Il est avant tout sentimental, évidemment. Il n'est pas politique, il n'est même pas sociétal au départ. C'est le sentiment, en fait, de se dire que l'horizon, par exemple, pour moi, qui suis citoyen suisse, l'horizon ne s'arrête pas uniquement aux frontières de mon pays, mais je peux imaginer, en fait, dans le fond, travailler, penser, réfléchir avec des gens qui dépassent la sphère des intellectuels, des économistes, des travailleurs de mon pays. Donc c'est quelque chose de très immatériel, très affectif. Donc comment le décrire, cet esprit européen, j'en sais rien. Je pense que tous les gens qui sont sur le plateau, par exemple, et qui ont moins de 20 ans, se rendent pas compte, pour quelqu'un comme moi, qui n'a que 43 ans, mais déjà 43 ans, ce que c'était en fait, dans le fond, d'aller faire des études à l'étranger, ou même de passer la frontière pour aller à quelques kilomètres d'ici en France. Et ce qu'on y a gagné, en fait, à ce qui est plus ça. C'est pas uniquement quelque chose d'économique, c'est un sentiment. Par exemple, la Suisse est un pays qui n'a pas accès à la mer. Moi, je suis très inquiet par les pays qui n'ont pas accès à la mer, parce qu'il s'y passe toujours des choses affreuses. Parce qu'on n'a pas un accès direct à la civilisation. L'Union européenne m'a donné accès à la mer, et c'est pas rien. C'est pas rien. Slobodan Despot. Écoutez, moi, je suis très heureux, étant un Européen, ma foi, de naissance, étant donné qu'il m'arrive bien des fois de me réveiller le matin sans savoir dans quelle langue j'ai dormi, rêvé. Je suis très heureux, étant en même temps extrêmement eurosceptique, parce que je considère que l'Union européenne, telle qu'elle est faite aujourd'hui, n'est rien d'autre qu'une décalcomanie de l'URSS et qu'elle va finir exactement de la même manière, que l'idée
de l'Europe soit représenté par vous, M. Bayer, et par vous, M. Lévy. Parce que quand vous direz à des populations quelconques que l'Europe, c'est avant tout une région à l'heure de la mondialisation, vous n'allez pas avoir 10%, vous aurez 0,5% des voix. Il n'y a rien d'affectif dans ce que vous dites. Je ne cherche pas des voix, vous savez. Si, puisque vous faites un mouvement politique. Les mouvements politiques en démocratie cherchent des voix. Pas du tout, c'est un mouvement politique. Les mouvements d'influence qui non, mais alors, il y a quoi vous nous dites, je suis totalement européen, mais il n'y a rien. Alors, c'est quoi qu'est-ce qui vous fait c'est quoi l'idée d'Europe, Slobodan Despot? C'est quoi l'idée d'Europe, la vôtre? C'est la civilisation qui s'est développée sur les bases de Rome et de la Grèce et sur sa superstructure chrétienne, laquelle superstructure chrétienne a permis le développement et des philosophies de l'individu et de la démocratie et des droits individuels et des droits de l'homme. Toutes valeurs qui aujourd'hui, dans cette grande construction, sont mises en péril parce que l'individu ne compte plus. Ce sont des pouvoirs. On parle, dès que les peuples s'expriment et qu'ils font entendre leur voix et qu'il y a des partis qui les écoutent, que ce sont des populistes, que ce sont des dérives totalitaires. Il y a une dérive totalitaire, je vous assure, elle est à Bruxelles, que ce sont, pour monsieur Lévy, carrément des fascistes. Monsieur Lévy, je vous ai écouté ce matin à la radio suisse. Vous avez beaucoup de temps sur les médias suisses en ce moment. Je pense que la promotion de vos deux conférences théâtre est assurée grâce au service public de la Suisse. Vous disiez donc que le privé exemple, aussi, hein, je crois qu'il y a quelques articles dans les médias la Suisse était une valeur exemplaire pour l'Europe. Vous avez réduit la Suisse à Genève. La Genève, vous l'avez réduite à la Société des Nations. La Société des Nations, vous l'avez réduite à quelques figures intellectuelles qui vous plaisaient. Mais la Suisse, c'est pas Genève. Genève, ce n'est qu'une ville de Suisse romande. La Suisse romande, c'est que le tiers de la Suisse. La Suisse, c'est un système pénible, laborieux, de décision très modeste, avec l'acceptation pour vous, par exemple, grand intellectuel parisien, éventuellement qu'une coiffeuse ou un ferblantier puisse avoir autant de voix au chapitre dans un forum que vous et avoir la même voix. Et ça me semble être très réponse obligatoire de Bernard-Henri Lévy. Moi, je ne comprends pas ce que vous dites là. Il y a deux choses que j'ai compris dans ce que vous avez dit et qui me semblent énormes. Oui. C'est que l'Europe, c'est Rome et Athènes, c'est la civilisation chrétienne. Qu'est-ce que vous faites des Juifs? Qu'est-ce que vous faites des agnostiques? Qu'est-ce que vous faites des Lumières? Et qu'est-ce que vous faites de l'apport musulman à l'Europe? Ça me semble énorme. Ce qui vient d'être dit sur le service public suisse. La deuxième chose, comparer l'Union européenne d'aujourd'hui à l'Union soviétique, c'est-à-dire à une dictature barbare avec le goulag et des barbelés partout, c'est la deuxième chose très étrange que j'entends ce soir sur une antenne de service public. Ça proprement scandaleux. Monsieur Lévy, c'est beaucoup moins étrange. Monsieur Juncker à Monsieur Brejnev. Justement, on pourrait, en termes par exemple de dipsomanie, on pourrait le faire. Par exemple, ça indigne, monsieur. En revanche, dire que par exemple, Salvini, aujourd'hui, la manière dont il traite les immigrés, la manière dont il banalise le discours raciste, la manière dont il dit à un écrivain, Roberto Saviano, qu'il va le livrer à la mafia, ça s'appelle du fascisme. Ce qui se passe en Hongrie aujourd'hui, la suspension de certains droits, les libertés prises avec la justice et avec la liberté d'expression, on est en route vers la dictature. Et ce que je reproche à l'Europe, aujourd'hui à l'Union européenne, c'est que face à ces dérives-là, elle ne marque pas la ligne rouge de manière assez nette. Monsieur Lévy, je vais vous dire. Très rapidement. Il y a beaucoup de choses qui nous indignent. Il y a beaucoup de choses qui nous indignent aussi. Aujourd'hui, vous avez traité au service public suisse les gilets jaunes, quelques dizaines de milliers de casseurs. Si vous réduisez un mouvement populaire qui a 80% d'assentiment à quelques dizaines de milliers de casseurs, c'est aucun contact avec votre propre peuple. 80% d'assentiment? Oui, il y a 80% d'assentiment. C'est ça. N'importe quoi. Permettez-moi de vous dire une chose. Non, j'ai dit ce matin que les revendications sociales des Gilets jaunes étaient justes, mais que lorsqu'ils insultent les homosexuels, alors vous savez quoi, lorsqu'ils font des connards, ou lorsqu'ils font le boulot des douaniers pour arrêter des migrants à Calais, je pense en effet qu'ils sont en route vers quelque chose qui n'a rien à voir avec la social-démocratie dont parlait Monsieur Lévy, vous avez monopolisé la parole au début. C'est pas un ping-pong Despot Lévy. Non. Je veux simplement dire que là, vous avez fait, sur le service public suisse, vous avez fait une immense promotion d'un quart d'heure solo pour un spectacle privé de monsieur Bernard-Henri Lévy. Monsieur Despot, vous l'avez accepté en venant ici. Voilà, ça n'est pas un scandale. Vous n'allez pas piéger, non ? Si vous permettez, juste une clarification. Merci Pierre-Yves Maillard. D'abord, je suis d'accord avec monsieur Lévy sur les deux remarques qu'il a faites.
sur les deux réductions et la comparaison, à mon avis, hasardeuse. Le problème c'est exactement révélateur par l'échange qu'on vient d'avoir. Le problème, il est qu'on soit favorable à la construction européenne ou qu'on y soit défavorable. À la fin, je trouve que ça devient secondaire. Oui. Et c'est ça qui devient épuisant en Europe, c'est qu'on structure un débat politique de fond qui doit engager le destin des sociétés, des populations, sur des constructions quand même formelles. Et moi, j'aimerais, je me bats dans mon parti, dans mon pays, pour qu'on reparle du contenu. On veut faire quoi pour nos populations? Pierre-Yves Maillard, je vais vous montrer une archive. Et c'est ça qui, à mon avis, me paraît beaucoup plus important. Se battre à l'infini pour savoir si c'est l'héritage. Je vais vous montrer. Judéo-chrétien ou musulman. Ah, mais c'est très important. C'est évidemment nécessaire. Non, mais quand même, si on veut. Athènes et Rome et chrétien. Si on veut. Mais monsieur, quelle est la place de la culture juive et quelle est la place de la pensée agnostique dans l'Europe? On refait une deuxième émission, vous voulez, sur les fondamentaux philosophiques de l'idée d'Europe. Pierre-Yves Maillard, je vous montre une archive. Toute ressemblance avec un conseiller d'État socialiste vaudois en activité serait évidemment totalement fortuite. C'était en 92 ou 93, juste après la défaite, le non à l'espace économique européen. On regarde. Les jeunes sont très inquiets. Ici à l'université, une personne sur deux qui va finir se dit « bon sang, je ne vais pas trouver de travail peut-être ». Et dans cette mesure-là, se fermer sur soi-même, bloquer les portes autour de la Suisse, c'est quelque chose d'insupportable. Je ne dis pas que l'Europe ou que l'espace économique européen va offrir du travail à tous les jeunes, mais c'est une perspective, c'est simplement... c'est un cadre plus large. Et plus le cadre est large, plus les chances sont nombreuses. Je pense que c'est ça qui est fondamental. Il est où passé? Déjà, vous êtes plus beau qu'avant. Il est passé où le Roturbo, Maillard? Le problème de faire de la politique jeune, l'évolution du temps est cruelle. Mais je suis absolument révélateur de ce qui se passe. Je fais partie de ces jeunes des années 90 qui se sont battus pour un idéal et qui, moi, très vite, parce que dès les mises en œuvre suite au traité de Maastricht, j'ai été, par exemple, parmi les premiers à dire dans mon parti la libéralisation du service public, l'ouverture au marché du secteur énergétique, des secteurs de la santé, du secteur scolaire. On nous disait, oui, mais si on veut entrer dans l'Europe, il faut accepter ça. J'ai été parmi les premiers à dire à la fin des années 90, non, je ne paye pas le prix. Je ne veux pas abandonner mes convictions de socialiste, de social-démocrate, au nom de cet idéal, parce que je préfère le contenu des politiques publiques et tout renoncement à des avancées en termes d'égalité des chances, en termes de services publics, en termes de protection sociale, tout recul au nom de l'idéal européen, vont faire quoi? Deux conséquences. L'affaiblissement de l'idéal socialiste ou social-démocrate et l'affaiblissement de l'idéal européen. Parce qu'à la fin, c'est bien ce qu'on constate, c'est qu'en étant entré sur cette voie, l'Europe ne s'est pas renforcée, elle s'est affaiblie. Alors, s'il y a un point sur lequel vous êtes tous d'accord, ou vous serez tous d'accord, c'est qu'entre les fameux États-Unis d'Europe de Churchill, et avant lui de Victor Hugo, et le Brexit d'aujourd'hui, l'affaire n'a pas simplement évolué. Elle va encore évoluer dans les mois qui vont venir avec les européennes de ce printemps. Avant de parler d'avenir, j'aimerais qu'on rebobine un petit peu ce film européen, à nouveau avec l'excellent Christophe Sirot. C'était la belle idée d'après-guerre. La grande Europe, unie. Les jeunes surtout, profondément marqués par l'horrible expérience de la guerre, s'impatientaient. On rêvait de rebâtir, de faire tomber les barrières, de paix durable, en écoutant Robert Schuman annoncer une ère nouvelle. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Et puis sont venus les premiers effets. Les trains chargés de charbon et d'acier franchissent les frontières sans entrave. 1957, c'est l'effervescence autour d'une naissance, celle d'un marché commun assis au traité de Rome. Toutes les marchandises circulent librement dans ce qui est désormais la communauté économique européenne. Mais faisons un énorme bond en avant. 1992, le traité de Maastricht. La communauté devient union. On entre dans la réalité de la citoyenneté européenne et de la libre circulation des personnes. Et puis la donne va radicalement changer au milieu des années 2000. C'est l'image du plombier polonais en version glamour pour une campagne de publicité. En vrai, ces ouvriers moins chers symbolisent le dumping social depuis l'entrée des pays de l'Est dans l'Union.
Suivront quelques années plus tard les crises de la dette, Portugal, Espagne, Grèce, auxquelles Bruxelles va répondre par des cures d'austérité très impopulaires. En 2015, la Grèce a même failli sortir de la zone euro. Cette année-là, la colère atteint des sommets, avec l'arrivée d'une vague de migrants incontrôlés qui attise les passions nationalistes et xénophobes. L'Union se divise et Bruxelles devient pour beaucoup un monstre froid. La belle idée pacifique de l'après-guerre a du plomb dans l'aile. Il y a eu le rêve des États-Unis d'Europe, prôné par Churchill. Désormais revient le spectre de l'Europe des nations. And we look forward with confidence to the day when that union will be achieved. Isabelle Horry, l'échéance du printemps fait très peur à Bruxelles. Comment est-ce qu'on se prépare à ce qui pourrait être un séisme? Est-ce que ce séisme, si l'aventure il se produit, serait très grave? Et est-ce que finalement, puisque la nécessité de l'Europe a été un peu oubliée, puisque la guerre a disparu depuis longtemps, c'est pas un moment refondateur un peu essentiel, voire cathartique, qui s'annonce pour l'Europe? Ça fait beaucoup de questions. Ouais, je sais, j'en ai mis 3 d'un coup, pardon. Ici... Non, alors pour l'inquiétude, elle est là. Ce qui est assez frappant, c'est que les gens qui sont en poste actuellement, notamment à la Commission européenne, tout à l'heure on rappelait que Juncker avait dit qu'il était la Commission de la dernière chance. L'autre jour, un commissaire européen me disait, ben voilà, on était sans doute la dernière Commission européenne qui croyait encore à l'Europe, parce que la prochaine, il y aura forcément des commissaires eurosceptiques, voire europhobes. Donc effectivement, on sent bien qu'on va basculer dans autre chose. En même temps, voilà, ça va refléter ce que pensent les peuples d'Europe. Il faut faire avec. Alors, au Parlement européen, puisque les élections européennes, dans un premier temps, elles visent à élire les députés, on s'attend à ce qu'il arrive plus d'élus eurosceptiques, mais pas une vague énorme, parce que finalement, même si on est très frappé par la montée de ces partis, c'est pas encore partout et ils n'ont pas la majorité partout. Donc, ils vont être là. Et la grande question, c'est est-ce qu'ils vont être capables de s'unir entre eux? C'est-à-dire que ces gens qui sont souvent assez souverainistes, donc, est-ce qu'ils sont capables de s'unir ensemble au niveau européen pour former une Europe alors je ne sais pas à quel mot il faut employer, des populistes, une Europe des souverainistes, une Europe des anti-européens? C'est un peu la grande question. Lionel Bayer, est-ce que l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui n'est pas l'Europe des souverainistes que décrit Isabelle Horry, est-ce qu'elle a encore un atout dans sa manche? Bien sûr, d'abord, contrairement à ce qui a été dit avant, c'est bien la preuve que c'est une organisation démocratique, puisque les gens vont voter et que la démocratie, moi, ne m'a jamais fait peur. Donc, dans le fond, même s'il y avait une poussée brune au Parlement européen, ça produirait quelque chose. Et à partir de là, en fait, moi, je crois à l'Europe et je crois à sa capacité de se réinventer. Et je crois que plus, en fait, dans le fond, elle sera effectivement intégrée et intégrante, plus elle se donnera les possibilités de progresser. Mais j'ai pas du tout peur, effectivement, de ce qu'on appelle les mouvements populistes, parce qu'ils sont le reflet de quelque chose, d'une voix qui n'a pas été entendue. Et c'est une sorte de réaction très, très forte à un travail qui, vous avez raison, M. Maillard, n'a pas été fait. Mais je suis un optimiste forcené, et donc je pense qu'il y a des forces vives sur ce continent pour les imaginer et pour les mettre en place. Slobodan Despot, il nous reste 1 minute 45 avant la fin de cette émission. Comment est-ce que vous voyez l'avenir se dessiner à partir des européennes? À quoi va ressembler cette union? Elle va ressembler à une cacophonie croissante, parce que manifestement, mis à part des vœux pieux, les tendances de fond, masquées par des grands sujets, par les grands sujets qu'évoque Bernard Lévy, le réchauffement climatique, des sujets géopolitiques, ces grands sujets, les vrais, qui sont les problèmes de la survie dans un monde qui est complètement, où les gens sont complètement abandonnés à eux-mêmes, ces vrais problèmes-là, ils vont revenir en force. Et Monsieur Lévy, j'ai juste une recommandation à vous faire. Vous cherchez une stature de sauveur, de rédempteur. Mais enfilez un gilet jaune. J'ai passé l'âge de me chercher. Vous voulez combattre la dictature, enfilez un gilet jaune. Mais Karl Lagerfeld l'a déjà fait, il ne va pas en plus s'y mettre. Allez prendre la tête d'une vraie manifestation, on vous tirera dessus à balles réelles, fût-elle en caoutchouc, vous ne risquerez que de perdre un œil. Et à ce moment-là, vous entrerez enfin dans l'histoire comme vous rêvez de le faire. Parce que jusqu'ici, vous n'avez pu prendre que des tartes à la crème. Réponse de Bernard Lévy ou alors une autre réponse une autre réponse. La question me semble moins intéressante que celle qu'a posée tout à l'heure Isabelle Horry. Les souverainistes, les partis souverainistes en question, en effet, le paradoxe, mais la réalité, c'est que, aussi souverainistes soient-ils, ils ne disent pas non au coup de main de Steve Bannon, l'ancien patron de conseiller de Donald Trump. Ils ne disent pas non au financement et au coup de main de Poutine. Autrement dit, quand ça les arrange... Et ils ne veulent même pas tous sortir de l'Union européenne. Oui,
Non, attendez, oui, mais surtout, quand ça les arrange, ils se disent nationalistes, et puis quand ça les arrange, ils s'allient avec les grands marionnettistes de cette internationale brune, dont je crains que nous n'ayons un représentant sur ce plateau, peut-être, ou un nostalgique. Malheureusement, il n'aura pas le temps de se défendre, mais il reviendra dans une autre émission, ce n'est certain. Le mot de la fin est pour vous. Pierre-Yves Maillard, pour vous, c'est l'agenda social ou la fin des haricots? Moi, je suis pour que... D'ailleurs, il n'y a pas qu'en Europe qui a besoin de gauche combative, démocratique, offensive. On en a besoin dans le monde entier, aux États-Unis, en Amérique latine. Les reculs sont brutaux. Depuis la crise de 2008, on voit un accroissement des inégalités, de plus en plus de gens qui souffrent pour vivre alors qu'ils travaillent. Ça, c'est vraiment pour moi la principale préoccupation. Les cadres institutionnels, les nations, l'Europe ne se défont pas comme ça. L'Europe va tenir, va résister. Mais à l'intérieur de ce cadre, je militerai pour un agenda économique et social fort, et pas seulement contre les velléités technocratiques libérales de Bruxelles, mais aussi contre un Orban, par exemple, qui décide qu'on peut travailler 3 ans, accumuler des heures supplémentaires et qu'on ne les paye pas. Ces gens-là aussi sont contre leur peuple, et contre cela, il faudra une gauche... Plus contre leur peuple. Merci. Et voilà. Orban est un... Bien entendu. Pierre-Yves Maillard. Il faut une gauche démocratique. Merci Pierre-Yves Maillard, et merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir alimenté chez vous. J'ai essayé de vous donner beaucoup la parole. J'ai pas réussi, pardon. Je ferai mieux la prochaine fois. Bernard-Henri Lévy, pour faire plaisir à Slobodana Despot, je rappelle les dates de vos genevoises. Sur le service public. Théâtre du Léman, le 15 mars à Genève, salle Métropole le 16 à Lausanne. Que vous dire? Merde, ne répondez pas, ça porte malheur. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat d'actualité. D'ici là, vous passez une excellente semaine sur la RTS au théâtre. Bye bye.